RCF. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur RCF Vendée, bienvenue dans l'émission Ecclesia Magazine. Notre invité ce soir, un Vendéen, Tugdual Derville, délégué général d'Alliance Vita, une association qui promeut la protection de la vie humaine et de la dignité de toute personne, de sa conception jusqu'à sa mort naturelle. Il est l'auteur d'un ouvrage, La bataille de l'euthanasie. Il est aussi un ex-porte-parole de la Manif pour tous et il est avec nous ce soir à l'occasion de la sortie de son dernier livre, Le temps de l'homme pour une révolution de l'écologie humaine, sorti aux éditions Plomb. Un livre qui met en garde contre le danger du transhumanisme, de l'homme sans limite, unisexe, invulnérable et immortel, et qui propose aussi une solution, une écologie humaine, et qui propose de revenir au réel. Avec lui, nous parlerons aussi de l'actualité de ces derniers jours, le débat à l'Assemblée nationale qui a vu le rejet de 2 propositions de loi visant à renforcer l'interdiction de la gestation pour autrui. Voilà donc pour le programme de cette émission Ecclesia Magazine sur RCF Vendée. Et vous retrouverez aussi en fin d'émission la chronique pastorale familiale. La joie se partage sur RCF Vendée. Tugdual Derville, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur RCF Vendée. Tugdual Derville, vous publiez donc un tout nouveau livre aux éditions Plomb intitulé Le temps de l'homme pour une révolution de l'écologie humaine. Mais avant d'en parler, avant de rentrer vraiment dans ce livre, eh bien nous allons aborder l'actualité, si vous le voulez bien. Ce 21 juin, les parlementaires ont débattu à propos de 2 propositions de loi qui avaient pour but de renforcer l'interdiction de la GPA. 2 propositions de loi émanant des députés Les Républicains Valérie Boyer et Philippe Gosselin. Un débat houleux s'en est suivi à l'Assemblée, puis c'est finalement le non qui l'a emporté. Il y a eu 227 voix pour et 291 voix contre, donc pour cette proposition de Philippe Gosselin. Et puis pour celle de Valérie Boyer, c'était 241 voix pour et 262 voix contre. Alors l'explication de ce vote de la part du groupe socialiste a été donnée par le député Erwan Binet, qui a qualifié ces propositions de inutiles, hasardeuses, périlleuses, aventureuses. Alors Tugdual Derville, vous en tant que délégué général d'Alliance Vita, ancien porte-parole aussi de la Manif pour tous, qu'est-ce que vous pensez de ces propos d'Erwan Binet ? Bien, ça le caractérise. C'est vrai qu'il a été souvent dans l'outrance, y compris pour dénier l'existence même de ce grand mouvement social et surtout dénier son mobile profond, magnifique, altruiste, qui est d'offrir aux générations futures des repères anthropologiques dont nous avons tous bénéficié, notamment celui de naître d'une femme, d'une mère, et d'avoir un père, parfois, lorsque les accidents de la vie nous en empêchent, de pouvoir être confié à une famille adoptive où l'altérité père-mère, qui est à l'origine de tout engendrement, est respecté. Donc Erwan Binet fait partie, sur le plan politique, j'en suis désolé de le dire, sans rien avoir contre lui personnellement, des déconstructeurs qui justement nécessitent ce sursaut, ce réveil qui a eu lieu en France. Et j'ai soutenu avec Alliance Vita et avec d'autres aussi ces propositions de loi. Émanant de l'opposition, il était assez logique qu'elles soient récusées par la majorité, y compris par ceux qui, dans la majorité, et c'est quand même un signe d'espérance, il y en a un certain nombre, sont hostiles à la gestation pour autrui. Alors bon, on peut saluer, je pense par exemple à Bruno Nestor Azero, député de Martinique, qui a voté pour cette proposition de loi. Il y a un certain nombre donc de personnes qui ne sont pas restées dans des consignes. Et de quel bord politique lui, il était à gauche, de la gauche même. Le front de gauche. Voilà, mais il a eu un courage remarquable. Moi, j'ai réécouté encore il y a pas longtemps le discours qu'il a prononcé en exprimant à quel point il considérait en tant qu'issu d'une société où il y avait l'esclavage. Il l'a dit très clairement, il ne pouvait accepter qu'on instaure ces nouveaux esclavages que constitue notamment cette gestation pour autrui qu'on a beau prétendre dans certains cas altruiste, qui demeure une forme d'instrumentalisation du corps de la femme et d'indignité pour l'enfant. Alors justement, soyez plus précis sur cette notion de esclavage pour vous, que peut être la gestation pour autrui. Eh bien, je l'exprime par un exemple
qui est absolument effrayant dans Le Temps de l'Homme, cette femme Melissa Cook, qui est une Américaine, qui a attendu des triplés pour un commanditaire, un homme d'âge mûr qui voulait donc des enfants, et puis il a demandé, parce qu'il y avait des triplés par ce système de procréation artificielle qu'elle a dû subir en tant que mère porteuse avec un contrat, il a demandé une réduction embryonnaire, il trouvait qu'il y en avait trop, elle a refusé. La loi américaine ne pouvait pas l'obliger à avorter d'un des triplés. Par contre, la loi américaine a pu lui enlever les enfants dès la naissance, alors qu'elle voulait les garder. Voilà à quoi on aboutit. Une femme qui porte des enfants, qui dit elle-même s'y être attachée pendant la grossesse, qui dit qu'elle s'est fait avoir, si vous me battez l'expression, et qu'on ne l'y reprendra plus, par ce système des mères porteuses, et qui se voit enlever ses enfants. Et je cite Orwell dans 1984 où il exprime, on enlèvera, je le cite, on enlèvera les enfants à leur mère comme on enlève leurs œufs aux poules. Eh bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui au 21e. C'est quand même stupéfiant, au 21e siècle. Comment vous expliquez alors que votre exemple, vous avez dû le répéter mille et une fois sur d'autres plateaux. Comment vous expliquez qu'il y a des gens alors qui voient la GPA comme quelque chose de bien, de novateur, C'est tout simple. D'avenir? J'étudie dans mon fort intérieur, dans le sanctuaire inviolable de ma conscience, la façon dont moi-même, parfois, je suis tenté de biaiser avec la vérité. Or, ce qui m'arrive, ce qui nous arrive à tous, quand nous souffrons de grands désirs, et Dieu sait si le désir d'engendrement est grand, si la souffrance de l'infertilité est grande, si la volonté, le besoin de reconnaissance est grand aussi chez l'être humain, et lorsque nous souffrons, nous sommes capables de fermer toutes les écoutilles de notre conscience pour cautionner tout et n'importe quoi. Et si la loi qui est là, non pas pour les forts, mais pour les faibles, si la loi ne me protège pas parfois de passage à l'acte, ne régule pas mes désirs qui sont les plus légitimes parfois, eh bien à ce moment-là, on aboutit à des transgressions sans cesse aggravées. Et donc c'est vrai qu'une société adolescente, au fond une société très libertaire, devenue très libertaire, ne sait plus réguler les désirs. Ce qui paraissait inimaginable il y a quelques dizaines d'années devient maintenant comme exigible, et on le voit dans nos services d'écoute à Nuance Vita, où des personnes, au lieu de construire leur vie dans le cadre dans lequel nous construisons tous nos vies, un corps sexué, le temps compté, la mort inéluctable, c'est-à-dire ces limites, 3 limites, dans lesquelles, qui sont douloureuses parfois, bien sûr, et on le sait, ne serait-ce que quand on parle de la mort, qui demeure un scandale, mais ces limites-là, est-ce que c'est le cadre dans lequel je construis ma vie comme un artiste, en étant contenu par ma technique ou par les limites de mon corps, ou alors est-ce que je veux faire exploser ces limites, et à ça, tout devient possible, mais le risque derrière le tout devient possible, c'est que c'est toujours les plus faibles et les plus pauvres qui trinquent. Et donc... mais justement, la loi française ne nous protège-t-elle pas justement de la GPA? Elle interdit la GPA. Oui, heureusement, elle l'interdit. Et je pense qu'on va dans une direction où elle sera interdite davantage, je l'espère en tout cas. Pourquoi justement ces propositions de loi qui visaient à la renforcer? Pourquoi c'était utile selon vous, ces propositions de loi? Parce qu'il y a une interdiction de principe, mais dans les faits, depuis la circulaire Taubira, qui encourageait la reconnaissance à l'état civil de ses enfants, depuis différentes décisions de justice, au fond, le contournement de la loi par ce qu'on appelle le tourisme procréatif fait que il y a une impunité des personnes, des commanditaires qui vont obtenir dans des pays où c'est légal et plus ou moins coûteux, aux États-Unis, dans des pays très pauvres d'Asie, eh bien ils contournent la loi, ils reviennent avec des enfants et après ils mettent en demeure la France de financer, de cautionner et de reconnaître ces enfants. En utilisant finalement ces enfants comme en bouclier ou en paravent, en disant vous en faites des apatrides, ils disent des fantômes de la République. C'est faux sur le plan juridique, parce que ces enfants ont une filiation, mais il y a cette technique du cheval de Troie où on envahit le système en mettant la société en demeure de cautionner des transgressions originelles. Et donc ce que ces propositions de loi ont voulu faire, c'est nécessaire de le faire sans jeter la pierre à personne, c'est de pénaliser concrètement le passage à l'acte, de pouvoir vraiment dire à des personnes, demander des comptes à des personnes de cette maltraitance originelle qu'ils ont fait subir à des enfants. Je précise une petite chose parce que je pense que ce n'est pas pour répondre à une question que vous n'avez pas posée, mais c'est parce que ça m'a souvent été rapporté ou renvoyé en pleine figure dans des manifestations par des gens qui disaient « Comment oserait-on se plaindre d'une technique qui donne la vie ?» Voyez, comment se fait-il alors que la gestation pour autrui permet de faire naître des enfants, est-ce qu'on pourrait s'en plaindre? Et donc c'est là qu'il faut vraiment faire la différence entre le fait
d'exister, et ces enfants sont bienvenus, ils sont d'autant plus peut-être bienvenus qu'ils ont subi cette maltraitance originelle, mais de là à nier qu'ils ont été discriminés dans leur façon d'être conçus, qu'on leur a imposé avant même qu'ils soient conçus par un projet, par un contrat, une maternité éclatée, eh bien c'est absolument nécessaire de le reconnaître parce qu'ils ont été victimes. Et donc reconnaître que ces enfants sont victimes et protéger les enfants de ce type d'abus, c'est absolument nécessaire si nous ne voulons pas une société ayant perdu finalement les repères essentiels de l'anthropologie. Donc finalement on peut dire que ces deux propositions de loi, elles ont été récusées. C'est un échec finalement pour affirmer encore une nouvelle fois l'interdiction de la GPA, pour renforcer l'interdiction de la GPA. Qu'est-ce que vous comptez faire, vous, délégué général d'Alliance Vita? Est-ce qu'il est possible de proposer, de réécrire une proposition de loi pour vous? Alors je ne dirais pas vraiment que c'est un échec dans le contexte politique. Qu'une proposition de loi de l'opposition dans une niche parlementaire exceptionnelle, comme il en existe de temps en temps, soit récusée de toutes ses forces par la majorité, c'est malheureusement le jeu du clivage droite-gauche habituel dans notre pays. Par contre, nous prenons acte de la quasi-unanimité de l'opposition contre la GPA. Nous prenons acte qu'il y a également, pour l'instant, une majorité de la gauche qui récuse aussi la gestation pour autrui aussi en France, même si elle n'accepte pas de voter pour les propositions de l'opposition. Et donc, nous demandons que les responsables politiques, dans le cadre des futurs programmes présidentiels, puisqu'on va rentrer dans le tropisme présidentiel pendant à peu près 1 an, eh bien, s'engagent fermement à prendre ces dispositions juridiques, législatives nécessaires. Et là, c'est vrai qu'il y a un risque. Parce qu'on a observé depuis des années, vous le savez sans doute, que les dynamiques destructrices libertaires n'aboutissent pas, en général, à des propositions et des lois inverses quand il y a une alternance politique. Parce qu'il y a une forme de suivisme, de soumission culturelle. Moi, je pense que le mouvement social auquel j'ai participé avec beaucoup d'autres, avec beaucoup en Vendée aussi, à plusieurs reprises, y compris manifestant ici à La Roche-sur-Yon, eh bien, je crois que ce mouvement social augure d'un retournement culturel. Hein. Gaël Brustier, qui est un sociologue observateur de la vie politique, a noté que si le mouvement semble avoir été défait sur le plan de la loi, il a gagné sur le plan culturel. Et cette victoire culturelle doit se traduire, à un moment ou à un autre, par des lois qui protège davantage le plus faible. Et je crois que nous pouvons continuer à nous engager. Nous le faisons à Alliance Vita dans ce sens. Et donc ce retournement culturel que vous évoquez, vous en parlez justement dans votre dernier livre, Le temps de l'homme pour une révolution de l'écologie humaine. Ecclesia Magazine, deuxième partie, toujours en compagnie de Tugdual Derville, délégué général d'Alliance Vita, cette association qui promeut la protection de la vie humaine et de la dignité de toute personne, de sa conception jusqu'à sa mort naturelle. Tugdual Derville, vous venez donc de publier aux éditions Plomb un récent livre intitulé Le temps de l'homme pour une révolution de l'écologie humaine, un livre qui met en garde contre le danger du transhumanisme. Tugdual Derville, juste en première partie d'émission, nous évoquions l'actualité, nous évoquions la GPA, les gestations pour autrui. Est-ce que pour vous, cette GPA est une première marche vers cette montée vers le transhumanisme ? Exactement. C'est vraiment la marche qui accélère les choses. Parce que, on le voit, je l'évoquais tout à l'heure, les femmes ont des fibres maternelles qui font qu'elles ne se soumettent pas, même quand elles ont signé des contrats, à toutes les volontés des commanditaires. Et donc, si on pouvait se passer des femmes, si on pouvait se passer du corps de la femme pour obtenir des bébés, ça arrangerait entre guillemets, tout le monde dans cette affaire, malheureusement. Et donc, on va tout droit vers le fantasme de ce qu'on appelle la maternité extracorporelle, l'utérus artificiel, l'ectogénèse, il y a plusieurs noms pour le dire, et de nombreux scientifiques ou de nombreux intellectuels l'annoncent, voire l'appel de leurs vœux. Et je pense notamment à Jacques Attali qui exprime comme inéluctable cet utérus artificiel, ces machines à bébé, tout à fait décrites dans des romans de science-fiction avant-gardistes et qui montrent parfaitement que ce type de technologisation du barbarisme, de l'engendrement, aboutit à un totalitarisme d'État. Et c'est le grand risque, c'est que en faisant de l'être humain un produit industriel, on le trie,
on le jette, il y a des déchets d'hommes, on le note, on le hiérarchise et on aboutit aussi à l'emprise de l'homme sur l'homme. Et donc, si nous voulons que les générations futures continuent de naître libres et égales en droit, il faut protéger de la toute-puissance technologique, de l'absolutisme technologique, comme le mettait en garde le pape Benoît XVI, l'humanité et les enfants de demain. Mais alors justement, les partisans du transhumanisme, pour eux, ils y voient que des bons côtés, c'est-à-dire rendre l'homme en meilleure santé, le faire vivre plus longtemps. Pourquoi vous avez si peur de tout ça ? D'abord, vous avez raison de poser cette question parce que je crois il ne faut pas jeter le bébé de la technique avec l'eau du bain. Il faut reconnaître que nous avons la vie sauve, chacun d'entre nous, grâce aux magnifiques progrès de la médecine, de la technologie aussi. Et il s'agit donc pas du tout de récuser la science, mais d'appliquer un adage maintenant séculaire, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Autrement dit, vous avez un peu peur des docteurs Frankenstein qui... C'est pas que moi je suis plein d'espérance et j'ai envie de dire j'ai peur de rien parce que ce n'est pas la peur qui guide mon engagement, mais par contre je crois que l'alerte de Lola Taubira a été un réveil très salutaire justement pour regarder en face la très grande puissance de l'homme. Plus l'homme a une capacité d'impacter sur son environnement, que ça soit par l'industrie, qu'on pense aux accidents industriels qu'on a eus ces dernières décennies, que ça soit désormais par la biotechnologie, quand il met le doigt sur la vie même de l'homme dans son tout premier commencement, lorsqu'il est même capable désormais avec la technique, vous avez peut-être entendu parler du CRISPR-Cas9, cette technique de modification de l'ADN, donc on peut même modifier et créer des embryons génétiquement modifiés, les Chinois le font déjà, aboutissant à des bébés OGM, peut-être un jour si on les fait naître. Quand l'homme acquiert une très grande puissance, eh bien, il se rend compte qu'il a aussi une immense puissance de destruction, voire d'autodestruction. Du coup, il faut absolument que l'éthique, la conscience, la sagesse, la philosophie compensent cette puissance de telle sorte que nous soyons sages, je dirais, et humbles à mesure de notre force. Plus nous sommes puissants et forts, plus nous devons être sages et humbles. Et c'est cette sagesse humaine qui est nécessaire si nous ne voulons pas que la technologie nous aliène. Et cette puissance, qui la détient ? Eh bien, d'abord, elle est déléguée aux hommes, très souvent, à des ordinateurs. Il y a des firmes toutes puissantes américaines notamment ou multinationales, les fameux GAFAM avec Google, etc., qui injectent des milliards de dollars dans des recherches visant à nous rendre omniscient, omnipotent et immortel, comme vous l'avez dit au tout début de l'émission. Et il faut noter, j'ai creusé ça, je le montre dans mon livre, à quel point il y a une pauvreté philosophique derrière leurs illusions. D'abord, il y a un présupposé que je qualifie volontiers d'obscurantiste et que Benoît XVI avait également dénoncé, qui est ce présupposé de la raison close face à la raison ouverte à la transcendance. Autrement dit, il considère comme un axiome que Dieu n'existe pas. Que donc nous sommes surgis du néant, de la matière, et qu'ils vont être capables de faire naître de la matière la conscience. Alors, bien sûr, c'est des hommes qui se prennent pour Dieu, finalement. Oui, exactement. C'est un nouvel Icare. Donc voilà, il pense. Mais comment réussir à faire passer votre message à des gens qui sont athées, qui ne croient pas en Dieu ? Mais je pense que le bon sens simplement devrait suffire pour mesurer que l'homme, l'humanité, se définit essentiellement par cette soif d'un absolu qui la dépasse. L'homme passe infiniment l'homme, disait Pascal, et ce mystère propre à l'être humain, son incommunicabilité, c'est la réponse. Plutôt que de le faire passer, je dirais c'est peut-être l'expérience. J'ai essayé de montrer dans mon livre que nous avons tous l'expérience de la dignité humaine et que cette expérience, c'est auprès des plus fragiles et des plus faibles que nous pouvons la faire en découvrant que c'est dans la vulnérabilité, c'est dans l'interdépendance, c'est dans le mystère de la personne que nous découvrons la grandeur de l'homme, l'humble grandeur de l'homme, plutôt que dans la toute-puissance terriblement illusoire. Vous voyez, ce mythe prométhéen ou ce nouveau mythe d'Icare, ça peut aboutir à des crashs monumentaux, donc je ne crois pas qu'ils vont aboutir de leur dessein de créer à partir de rien la vie et l'homme supérieur. Par contre, déjà, les dégâts collatéraux de leurs expérimentations sont présents. Des embryons par centaines de milliers qui sont congelés dans des laboratoires, qui sont objets d'expérimentation. Et puis également, il faut que nous prenions garde, et en cela nous sommes tous concernés, à la façon dont nous gérons notre propre technologie. Je reconnais ma propre aliénation par rapport à mon smartphone, qui est un outil magnifique pour me relier, demander des nouvelles à mes proches, etc., mais qui aussi peut aspirer, comme le dénonçait récemment un philosophe qui a travaillé pour Google, peut aspirer mon temps sans que je l'ai décidé. Et donc, l'enjeu pour nous tous, pas seulement pour les chrétiens, c'est comment je peux
me vivre librement grâce et avec cette technologie, en me désaliénant de ce qui, dans cette technologie, me rend moins humain. Et justement, les États, qu'est-ce qu'ils peuvent faire contre ça, pour contrer ces multinationales qui œuvrent pour ce transhumanisme ? Nous avons demandé récemment, j'ai lancé un appel, Stop Bébé OGM, justement pour demander que la France, pays de la personne, pays du droit de l'homme, et j'essaie de montrer en quoi, malgré la présence de tous ces déconstructeurs, malgré... Et vous dites justement que dans votre livre que la France est peut-être le seul pays qui résiste encore et toujours à cet envahissement. Exact, avec cette formule justement qui est bien connue, mais il y a effectivement quelque chose, je pense, de mystérieux, de providentiel dans l'histoire de France qui fait que nous sommes intéressés à l'universel et à la personne. Et la France est abolitionniste en matière de prostitution. La France ne reconnaît pas comme des produits marchands les organes, les gamètes, contrairement à ce qui se passe en Espagne, tout près, en Belgique, dans des pays voisins où l'utilitarisme, notamment anglo-saxon, chosifie énormément la personne. Et donc je crois qu'il y a un appel, peut-être une vocation de la France. Jean-Paul II avait parlé de la France comme éducatrice des peuples. Qu'as-tu fait de ton alliance avec la sagesse éternelle ? Et donc, il y a un appel. La France est souvent considérée comme arrogante, mais c'est peut-être parce qu'elle a un rayonnement, intérieur qui ne s'intéresse pas qu'à ses propres intérêts, mais qui a envie de porter quelque chose. Donc le peuple français peut faire porter ces messages-là à ses décideurs, à ses gouvernants. Oui. Je pense qu'en tout cas, c'est le rôle de la France qui a un rôle très spécifique dans le concert des nations, que de demander une régulation, une gouvernance internationale de ces enjeux biopolitiques qui sont des enjeux qui conditionnent l'avenir même de l'humanité. C'est-à-dire qu'on le voit bien à partir du moment où ce qui se fait ici ou là a un impact sur l'ensemble de la population du monde. Ça rejoint aussi l'alerte de Laudato Si du pape François qui dit que la famille humaine est maintenant dans une même barque et que nous sommes tous solidaires les uns des autres. Eh bien, il faut qu'il y ait des régulations démocratiques de telle sorte que ceux qui sont jugés partis, trop souvent, des scientifiques qui ont des moyens financiers considérables et qui sont souvent extrêmement élitistes, soient régulés dans leur désir de nous transformer par les autorités, notamment étatiques. Et puis vous décrivez un petit peu tout ça dans votre livre. Vous faites en première partie donc un retour aux sources de l'écologie humaine, et puis vous abordez dans cette deuxième partie la situation singulière de la France, puisqu'elle joue un rôle clé dans la révolution de l'écologie humaine, et puis la troisième partie qui récapitule la confrontation anthropologique monumentale où se joue le destin de l'homme à cause de ses fulgurants progrès biotechnologiques face au fantasme post-humaniste déjà à l'œuvre au travers du glissement eugéniste. L'humanité doute. Peut-elle choisir la machine contre la chair ? L'homme peut-il prétendre se refaire sans se perdre ? La révolution de l'écologie humaine offre une alternative paisible qui assume la nature de l'homme, corps et âme, et sa quête de vérité. Fondée sur la bienveillance, elle dessine un programme métapolitique ouvert à tous. Oui, vous avez... Je pense que si j'ai écrit ce livre, c'est pour encourager surtout les personnes dans leur capacité à changer le monde. Vous voyez, on peut être comme effrayé par tout ce qui arrive et qui nous apporte aussi, heureusement, des moyens de vivre plus librement si nous utilisons bien ces progrès technologiques. Mais je propose à chacun de se recevoir comme un responsable politique, un entrepreneur de l'humanitaire capable de prendre des initiatives au service de la personne autour de soi, dans sa famille, dans son entreprise, dans sa proximité géographique, et puis comme un travailleur social, capable d'agir là où les hommes souffrent. Et donc, plutôt que de se désoler, de déplorer, plutôt que de constater simplement ou de commenter ce qui se passe, y compris en attendant ce qui est un risque, l'homme providentiel, comme s'il fallait simplement choisir un nouveau dirigeant qui allait tout sauver, eh bien, accepter que c'est aux périphéries de la société, c'est-à-dire là où nous sommes, même si nous sommes rejetés et méprisés parce que nous croyons encore qu'il y a un fort intérieur, une conscience profonde chez l'homme, c'est dans ces périphéries
qu'il y a un foisonnement et que se fait la véritable histoire. La véritable histoire du monde, elle se fait par l'histoire secrète de l'amour dans les cœurs, cet amour qui se traduit par des gestes tout simples. Les corps, nos corps sont beaucoup plus complexes que les ordinateurs dans lesquels on croirait devoir nous réduire ou nous augmenter, entre guillemets. La complexité des corps, des relations personnelles nous permet d'avoir un temps d'avance, effectivement, sur ceux qui ont un fantasme de ce que Benoît XVI appelait l'absolutisme technologique, une sorte d'idée que l'homme n'est qu'une machine. Et nous récusons cela. Peut-être que la réponse, qui est aussi l'espérance la plus forte que nous avons, c'est que nous sommes incommunicables. Vous savez que les transhumains visent ce qu'ils appellent un point de singularité. Ils considèrent que dans 15, 20 ans, l'homme aura enfin créé une créature qui lui sera supérieure. Et nous répondons, chacun d'entre nous est singulier, irremplaçable, au plan génétique, mais plus encore au plan de son être profond. Chacun d'entre nous est incommunicable, au sens où je ne peux pas transférer à quelqu'un mon désir. Je suis une facette unique de l'humanité. Et je suis dépositaire aussi d'un rôle pour transformer la société. L'homo faber, que nous sommes tous, et fabricant, est capable de changer son environnement. Et donc, plutôt que de déplorer ce qui peut arriver, y compris de manière catastrophiste, eh bien, en agissant, nous changeons vraiment la société à hauteur d'homme, et c'est ça que je propose avec l'écologie humaine. Tugdual Derville, merci beaucoup. Merci. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Je rappelle donc que vous êtes délégué général d'Alliance Vita, cette association qui promeut la protection de la vie humaine et de la dignité de toute personne. Et vous êtes l'auteur d'un récent ouvrage, Le temps de l'homme pour une révolution de l'écologie humaine, qui vient de sortir aux éditions Plomb.